Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire, c'est Nicolas Perdry, associé du groupe EPSA Sustainability, qui sera l'invité du grand entretien aujourd'hui, 26 minutes, pour parler optimisation de la performance et communication responsable. Auparavant, je reçois Greg Deldick, qui est le président d'Enex Technologies, qui propose des systèmes de réfrigération permettant de réduire l'empreinte carbone. Dans le Zoom de l'émission, on va découvrir le petit dico de la RSE, plus de 140 définitions pour y voir plus clair, pour rendre la transition plus concrète. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Up and Charge et ses bornes de recharge sans câble pour les véhicules électriques. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Greg Deldick. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président fondateur d'Enex Technologies. Alors, j'allais dire, votre métier, c'est la réfrigération, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Tout à fait. Merci Thomas de me recevoir. Donc en effet, Greg Deldick, je suis le fondateur et le président d'Enex Technologies, qui aujourd'hui est le leader mondial des technologies climatiques pour le secteur de la clim, chauffage, réfrigération et ventilation. Leader mondial ? Avec quelle proposition des frigorigènes naturels? C'est ça? Absolument. De quoi on parle? Absolument. Donc, leader mondial en technologie climatique. Alors pourquoi? Historiquement, notre secteur utilise des gaz pour les transferts de chaleur qui sont fluorés. Ces gaz sont très mauvais. Ils impactent l'environnement négativement de 3 façons différentes. Ils endommagent l'atmosphère, l'effet de serre. Deuxièmement, ils ont une empreinte carbone énorme, entre 2000 et 4000. Et donc, quand ces gaz s'échappent, ils contribuent au réchauffement de la planète. Troisièmement, ce sont des gaz éternels. Donc, quand ils s'échappent, ensuite, ils se retrouvent dans les nappes phréatiques. Les gens les consomment, ça cause le cancer et toutes sortes de choses. Aussi, quand ils se dégradent, ils se dégradent en gaz phosgène, qui est l'équivalent en fait du gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout ça sont de très mauvaises choses. Donc, 3 très très bonnes raisons de s'en débarrasser. Donc avec, moi j'avoue, je ne connaissais pas les frigorigènes naturels. C'est quoi? Alors, un nombre de technologies sont développées sur les 20 dernières années et nous en sommes les leaders. Donc, en remplaçant ces gaz fluorés, qui sont donc très nocifs, par des gaz naturels, l'ammoniac, l'eau, le propane et le dioxyde de carbone. Et ces 4 gaz réfrigérants n'ont aucune empreinte carbone. Et donc, ils sont utilisables, ils peuvent remplacer les gaz fluorés dans toutes les circonstances, parce qu'ils étaient partout dans nos vies, ces gaz fluorés. Ou ils sont encore partout dans nos vies. Très intéressant, tout à fait. Alors, il y a 20 ans, 25 ans, ce n'était pas possible. Énormément d'investissements ont été faits de manière à développer ces technologies, mais elles se sont développées une à une, niche à niche. Donc, un réfrigérant dans une niche, dans une application pour une industrie. Et maintenant, on est arrivé au stade où nous avons réussi à regrouper toutes ces technologies de manière à pouvoir être le seul acteur mondial aujourd'hui, à pouvoir offrir chacune des technologies naturelles, donc ammoniac, CO2, propane et eau, dans les 4 secteurs de notre industrie, donc chauffage, clim, réfrigération et ventilation. Si on rentre un peu dans le détail, par exemple l'eau, alors ça me surprend aussi, je suis un béotien absolu, j'assume, mais l'eau, dans quelles circonstances l'eau va pouvoir remplacer les gaz fluorés? C'est très intéressant. Alors, bon, c'est un peu complexe. Donc, un système de climatisation, réfrigération ou chauffage, donc il y a plusieurs machines qui constituent un système. Et ce système, ce sont des questions d'échange de chaleur. Donc, il y a un compresseur qui permet de créer le froid. Et ensuite, quand on crée du froid, il y a de la chaleur qui est créée et qui doit être rejetée. Et les gaz permettent de faire ça. Et donc, par exemple, l'eau, c'est un très bon conducteur donc de chaleur entre le compresseur et les ventiloconvecteurs.
Donc vous combinez ces solutions alternatives. Entreprise créée en 2020 et vous êtes déjà à plus de 1000 salariés sur 12 sites de production en France et en Europe, un chiffre d'affaires affiché de 200 millions d'euros. On va voir ces chiffres s'afficher tout de suite. C'est quand même, on parle d'une croissance rapide, voire très rapide. Comment, à quel point elle est rapide et elle s'accélère, si on peut dire? Alors, bon, mes associés et moi sommes des industriels, hein, on n'est pas des financiers. Donc, on a grandi et vécu dans notre industrie. En 2017, donc j'ai repéré l'opportunité vraiment, c'est que l'industrie commençait à être mature pour pouvoir créer ce leader mondial. Mais les différentes technologies existaient dans un nombre de petites sociétés à travers l'Europe, une cinquantaine, qui chacune avait une technologie dans une niche. Et donc, j'ai vu l'opportunité d'essayer de regrouper certaines de ces sociétés. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, on a regroupé 8 de ces sociétés sur 3 ans, entre 2020 et 2023. Des sociétés entre 5 millions et 50 millions de chiffre d'affaires. Une fois regroupées, ces sociétés faisaient 130 millions. Et en 3 ans, on est passé de 130 à 200. Donc, on a accru de 50% en 3 ans. Avec beaucoup d'embauches, j'imagine? Oui, donc le nombre d'employés est passé de 800 à 1000 en 3 ans. Ouais. Et avec quel profil? Plutôt des ingénieurs, des profils scientifiques uniquement ou pas seulement? Non, il y a vraiment de tout. Parce qu'en fait, donc, nous, notre activité, nous produisons de grosses machines commerciales. Okay, donc, l'application n'est pas résidentielle. Donc, c'est pour les hôtels, les hôpitaux, etc. Les supermarchés. Et nos machines sont de grosses machines. Donc, elles sont faites dans des usines. Alors, en effet, on a besoin d'ingénieurs parce que c'est beaucoup de produits sur mesure. Donc, à chaque fois qu'on nous commande une machine, elle est faite sur mesure. Il faut faire des plans, les designs, etc. Mais aussi beaucoup d'ouvriers donc que nous formons. Il y a de la soudure, c'est très technique. Est-ce que vous êtes poussé ou accompagné par la réglementation française, européenne, notamment à propos de ces gaz fluorés dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'on est obligé de s'en débarrasser? Alors, oui. L'Europe a identifié donc, le caractère nocif de ces réfrigérants il y a déjà longtemps. La première loi est passée en 2006, mais elle était très timide. En 2014, une autre loi a été faite qui a établi certains quotas qui diminuent au fur et à mesure, mais sans horizon conduisant à un bannissement total. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les technologies n'existaient pas encore. Et donc, il n'était pas économique de pousser un remplacement complet. Et c'est là que la technologie et la régulation doivent avancer ensemble. Donc, de notre côté, on a développé beaucoup de nouvelles technologies qui ont maintenant rendu cette migration économiquement viable. Du coup, en 2024, ils ont passé des nouvelles lois maintenant beaucoup plus rigides qui vont conduire à un bannissement total d'ici 2050. Donc ça veut dire potentiellement un développement pour une entreprise comme la vôtre, qui est un peu inscrit dans la loi européenne, si je comprends bien. Ce sont des investissements lourds, vous disiez industrie agroalimentaire, supermarchés, hôpitaux, hôtels, des bâtiments tertiaires, ce sont des investissements lourds, le remplacement de ces installations frigorifiques, climatisation, etc. Oui, absolument. Donc, selon l'installation, si c'est une petite maison de retraite, on parle de 50 000 euros. Pour un gros supermarché, on peut parler de millions. Oui, effectivement. Et donc, avec une anticipation, une programmation de ces remplacements. Est-ce que vous travaillez aussi dans les data centers? Absolument. Avec quel type de technologie? Alors, le plus gros coût de fonctionnement attaché au data center, c'est la climatisation. Parce que les data centers génèrent énormément de chaleur et de manière à ne pas endommager les équipements, il faut les maintenir froids. Donc, une fois que l'investissement initial a été fait, le plus gros coût de fonctionnement, c'est la climatisation des équipements. Et alors, quelle solution vous proposez aux géants des data centers? Très bien. Donc, en fait, on propose tout le système. Donc, on a des machines, donc typiquement des chillers ou bien des centrales qui, elles, ont un compresseur et donc qui refroidissent les réfrigérants. Ensuite, à l'intérieur des data centers, donc nous avons des équipements de ventilation qui poussent l'air froid. Et à l'extérieur, nous avons des équipements de ventilation qui expulsent l'air chaud.
Est-ce que vos équipements, vous faites en sorte qu'ils soient de moins en moins consommateurs d'énergie eux-mêmes? Parce que ça fait Absolument. partie des défis que vos clients vous demandent de relever, j'imagine. Absolument. Alors, si vous regardez le secteur du chauffage, la climatisation, réfrigération et ventilation, c'est un gros secteur au niveau mondial, à peu près 300 milliards. C'est également un des secteurs qui contribue le plus au réchauffement de la planète. Consomme 25% de l'énergie dans les pays développés et également contribue par l'échappement des gaz fluorés. Donc, si qui que ce soit est sérieux d'aborder donc le réchauffement climatique, il faut l'aborder par ce secteur. Ouais. Et donc, en effet, ça se fait par les réfrigérants naturels, mais aussi par l'efficacité énergétique. Et c'est ce que nos produits contribuent. Ouais, vous êtes une jeune entreprise, 2020, mais est-ce qu'il y a encore des gains potentiels? Vous êtes une société, j'imagine, d'innovation, de R&D, des gains potentiels sur vos machines pour qu'elles consomment de moins en moins d'énergie? Absolument. Donc, nous investissons 3,5 millions par an, purement en R&D. Et alors, on a déjà une avance énorme comparée à nos concurrents. En fait, on a entre 2 et 3 fois plus d'offres produits naturels que notre concurrent le plus proche, mais on lance encore un nouveau produit par mois, de manière justement à continuer à pouvoir offrir des solutions supérieures à nos clients. Merci beaucoup Greg Deldic et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au zoom de notre Smart Impact. On va feuilleter ensemble le petit dico de la RSE. Le zoom de ce Smart Impact, j'accueille Mathieu Bruckert, bonjour. Bonjour, bienvenue. Thomas. Vous êtes le cofondateur de Skillful, ce que vous avez créé en 2017. On va parler de votre livre, ce petit dico de la RSE, plein de définitions et de mots importants. Mais d'abord, un mot de Skillful, c'est quoi Skillful? C'est l'agence que j'ai créée, donc effectivement, il y a bientôt 10 ans, parce que alors, je suis consultant depuis plus longtemps que ça, mais de plus en plus, j'avais ce sujet de la responsabilité qui arrivait de la part de mes clients. Donc voilà, donc j'ai créé Skillful pour former, pour permettre de faire des conférences, et puis accompagner les entreprises, plutôt les PME et ETI, justement sur le chemin de plus de responsabilité. C'était un petit peu l'idée. J'ai commencé par organiser des hackathons de start-up à impact. Je suis très orienté passage à l'action, solution. C'est comme dans votre émission, voilà, mettre en avant des start-up et leur faire du business. Et mon dernier fait d'armes, c'est que j'ai eu l'occasion d'intervenir pour LinkedIn Learning. Voilà, d'être formateur LinkedIn Learning. J'ai donc 7 cours qui tournent sur leur plateforme de e-learning et qui ont maintenant été suivis par plus de 50 000 personnes. Bravo, pour un sujet aussi niche. Et donc, vous êtes d'une certaine façon une bonne vigie de l'intérêt pour ces questions de responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Alors, c'est vrai depuis quelques mois, on parle beaucoup de ce backlash, de ce retour de bâton, à la fois américain, européen. Est-ce que vous le ressentez? C'est-à-dire, ou au contraire, vous dites non, il y a un mouvement de fond et j'ai toujours autant de clients et d'entreprises qui veulent prendre le virage? Ah oui. Pour moi, ce backlash ne change rien. Rien du tout. Ça a commencé, d'accord. Donc, même si un type tout orange avec une perruque blonde essaye de transformer la réalité par les mots, mais en fait, la hausse des températures moyennes, on le constate, a commencé. Ça, on est d'accord. Voilà, donc, et puis, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs. Ouais. Les salariés, quand ils vont dans les entreprises, leur demandent ce qu'elles font exactement. Et alors, effectivement, même si ça fait déjà 10-15 ans que les plus grandes entreprises produisent un rapport RSE, racontent ce qu'elles font, etc. Ce qui est de plus en plus demandé, c'est vraiment ce passage à l'action. On n'en est plus au moment de la sensibilisation de l'acculturation, mais vraiment à qu'est-ce que concrètement vous faites. Ouais, quand même aussi, moi je porte ces arguments quotidiennement dans cette émission, mais il y a quand même aussi un mouvement de retrait qui est réel et pas seulement venu des États-Unis, qui se ressent dans les lois que l'Europe est en train de voter, qui se ressent dans les difficultés du bio chez les consommateurs. On ne peut pas gommer cette réalité. Ah, bien sûr, parce que le bio est toujours un peu plus cher, parce que les normes dont il a été question dans ce backlash, et j'imagine que vous parlez des attaques sur la CSRD. Oui, on va en parler de la CSRD. Elles étaient bien sûr très complexes, ces normes. L'idée, je pense, c'est qu'il faut absolument que la RSE sorte justement de la direction et du bureau RSE. Il ne faut surtout pas qu'elle soit dans les mains des gens de la qualité ou de la conformité. Il faut qu'elle soit comprise comme étant le système d'exploitation de l'entreprise.
Et pour moi, ce qui était très intéressant dans cette CSRD, c'était cette notion justement de double matérialité que vous avez trouvé dans le petit dico. L'idée était de dire, en fait, ça a commencé, donc il va falloir s'adapter. Et quel est justement le risque que votre entreprise, votre organisation court à cause du dérèglement climatique? Voilà. Est-ce que c'est un risque sur les matières premières? Est-ce que c'est un risque sur le recrutement de talents? Il y a de plus en plus d'entreprises qui auraient intérêt à se poser la question. Donc je suis tout à fait d'accord que cette norme est certainement très compliquée. J'ai vu plein de cabinets conseils, surtout les 4 plus grands, se frotter les mains parce qu'ils allaient vendre du jour homme. Malheureusement, c'est entre guillemets bien fait. Mais par contre, sur le terrain et dans la réalité, je croise de plus en plus de chefs d'entreprise qui sont des fournisseurs pour ces grandes entreprises qui, elles, s'y sont mises depuis 10-15 ans, produisent des rapports RSE et sont en train de leur dire, mais moi, dans 1 an, dans 2 ans, si vous n'avez pas un label RSE, si vous n'êtes pas capable de me dire ce que vous faites sur le volet environnemental, social, d'éthique, vous aurez beau être le moins cher, le plus sympa, je ne travaillerai plus avec vous. Oui. Effectivement, voilà. CSRD, directive européenne renforçant les obligations de reporting extra-financier pour les entreprises. C'est à la page 33 de ce petit dico de la RSE, plus de 140 définitions. Vous dites à surveiller la pertinence des données, prime sur la quantité. L'enjeu est de produire du sens, pas du remplissage. Et ça rejoint ce que vous venez de dire là. Et c'est sans doute vrai que la première version de ce bilan extra-financier, ces 800 pages dont on a tant parlé ici, était trop complexe? Mais moi, c'est ce qui ne m'intéresse pas avec la RSE, c'est ce qui ne m'intéresse pas avec le développement durable, c'est de remplir des cases et de faire de la qualité. Ce qui m'intéresse, c'est de changer l'état d'esprit, c'est de faire de l'innovation, c'est de s'attaquer au business model pour passer à l'économie circulaire. Voilà, ça c'est intéressant. Et ça donne de l'espoir aux plus jeunes. Le problème, c'est ça. Ce qu'on ressent en ce moment, c'est plutôt un ralentissement du business, bien sûr, pour les questions géopolitiques que vous évoquiez. On sent un désespoir des jeunes parce que le monde va de plus en plus vite et on a de moins en moins de place pour eux. Et pour moi, qui suis un père de 5 enfants, ça me fait beaucoup de peine. Et pour moi, le développement durable, c'est justement le moyen de dire je pourrais peut-être pas tout révolutionner, mais j'aurais fait un petit peu ma part. On va essayer de réparer un petit peu. Et puis surtout, on va vous préparer à un monde de demain qui, oui, va être plus compliqué. Vous parliez de l'effet d'entraînement. Je reste sur le bilan extra-financier. Parce qu'aujourd'hui, dans la dernière version, cette loi omnibus du Parlement européen, c'est vrai qu'il n'y a plus que les très grandes entreprises qui sont concernées. Alors, malgré tout, par ce que je comprends, par capillarité, ça va concerner toute leur chaîne de valeur. Bon. Mais quand même, les ETI peuvent se dire aujourd'hui, j'ai plus besoin d'y aller. Alors, si vous voulez parler un peu technique, c'est vrai qu'en ce moment, mais ça évolue toutes les semaines, il y a une simplification de la CSRD et puis on a repoussé un petit peu de quelques années pour les ETI. Donc, en dessous de 1000, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, la Commission européenne propose pour toutes les boîtes en dessous de 250 une norme volontaire, ce qui est une très bonne idée. Alors, du coup, effectivement, il y a un trou entre 250 et 1000. Mais... On peut imaginer qu'il y a des ETI qui s'embarquent en disant moi, les normes volontaires, je veux y aller. Je me préparer à la CSRD telle qu'elle avait été prévue, première version, et donc parce que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un élément de différenciation aussi sur le marché. En moins, de moins en moins. Parce qu'il y en a de plus en plus qui le font. Bien sûr, de moins en moins. Donc en fait, c'est plutôt ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans quelques années, justement, c'est que malheureusement, ce sera plus différenciant. La majorité du marché va y être passée et c'est plutôt que vous allez perdre un client, vous allez perdre des consommateurs, vous allez mettre votre image en danger parce que justement vous n'avez pas adressé ces sujets, alors que justement plutôt les PME et les ETI sont plutôt des entreprises où le climat social est pas mauvais, où on fait déjà pas mal de choses, et en fait c'est plutôt que comme c'est dans différents départements de l'entreprise, on ne sait pas qu'on fait tout ça. Et c'est pour ça que je vois la RSE comme un système d'exploitation de l'entreprise, c'est que c'est vraiment le moyen de se dire qui fait quoi, où est-ce qu'on pourrait s'améliorer, est-ce qu'on a un peu une stratégie autour de tout ça, et justement de faire quelque chose de positif de tout ce qui est fait partout dans l'entreprise. Et en même temps, ce petit dico de la RSE, vous y cultivez aussi un regard critique. Pourquoi ? Ça vous semblait essentiel ?
Bien sûr, parce que il faut absolument que les mots soient à surveiller. Hein, oui, bien sûr, parce que je suis pas non plus, même si je suis quelqu'un de positif et même si j'ai espoir dans le fait que on arrive à changer la situation, même si en ce moment on a un peu des moments de doute, il faut bien sûr connaître aussi la limite des mots. Donc c'est important aussi de ne pas faire un dictionnaire à la gloire de la RSE, mais plutôt justement et c'est pour ça que j'ai voulu cette formule en disant il y a quand même des choses à surveiller dans ce domaine-là. Ouais. Alors, je continue de le feuilleter. Page 81, impact carbone. Alors, je pense que c'est l'une des formules que j'utilise le plus forcément dans cette émission depuis 5 ou 6 saisons. Quantité d'émissions de gaz à effet de serre exprimée en tonnes équivalent CO2 générées par une activité, un produit ou une organisation. Et là aussi, j'aime bien à chaque fois regarder ce que vous dites à surveiller. Le périmètre de calcul et les hypothèses choisies modifient radicalement les résultats. Je trouve ça très intéressant parce que quand une entreprise affiche des ambitions en termes d'impact carbone, c'est pas si facile de savoir à quel point ces ambitions sont réelles. Votre avis là-dessus? Alors, c'était justement l'objectif de ces normes européennes, c'était de dire, vous ne pouvez pas vous permettre d'un rapport RSE sur l'autre de faire disparaître tout à coup un indicateur parce qu'il n'est pas en votre faveur. Donc on aimerait bien déjà, et je pense que c'était une très bonne idée, de dire tous les ans il va falloir publier les mêmes indicateurs, et voilà les indicateurs dont on a besoin. Avec un périmètre de calcul, je reprends l'expression qui est la vôtre, qui est le même, qui reste oui, parce que si je sous-traite toute ma fabrication à l'autre bout du monde, bien sûr que j'ai un impact carbone très faible en France ou en Europe, et je peux raconter ce que je veux et dire que j'ai isolé mes bureaux et que j'ai loué des vélos à mes salariés. D'accord, mais si je ne fais que vendre des bouts de plastique qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et qui ont transité sur un vieux cargo au pétrole, je me fiche un petit peu du monde. Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a un mot, le mot peut-être le plus méconnu, celui qu'il faut surtout aller chercher en ouvrant votre petit dico? Alors, il y a des vocabulaires techniques comme CSRD. Il y a un mot qui est peut-être celui que je conseillerais à certaines équipes de marketing ou de communication d'aller regarder, c'est le mot greenwashing. Hein, c'est sûr, ça, il n'est pas méconnu. Voilà, parce que c'est de plus en plus difficile de faire croire qu'on n'a pas fait exprès et qu'on est tombé dans le greenwashing, d'accord. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, un petit peu dans tous les domaines, et dans le domaine justement du développement durable. C'est pour ça que c'était important pour moi de coucher ces mots sur le papier. Les mots ont un sens, ce sens est important et on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Donc voilà, si on ne veut pas tomber dans le greenwashing et faire de la communication responsable, c'est peut-être la définition qu'il faut commencer à lire. Ouais. Je prends le principe des 3 R. Là aussi, on est dans les questions d'économie circulaire, réduire, réutiliser, recycler, avec ce qui est très important, et on l'oublie parfois, la hiérarchie des priorités. C'est-à-dire que souvent, on met en avant le recyclage alors qu'il faut penser au reste, quoi. C'est ça? Alors bien sûr. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recycler. Bien sûr. Mais malheureusement, on sait que, je crois, mais si on ne produit pas, c'est encore mieux, quoi. Le recyclage du plastique, je crois, en France, c'est 9% de tout ce qui circule comme plastique. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas le faire, parce que ça ferait 9% en moins qui est recyclé. Mais il faut plutôt produire moins de plastique, utiliser moins de plastique, essayer de revenir à la consigne du verre de ma grand-mère, à son panier en osier qui lui permettait d'aller au marché du coin faire les courses, et qui malheureusement ont disparu parce que voilà, c'est moins cher. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas trop de jargon? C'est aussi la réflexion que je me fais quand je lis ce petit... Alors il sert à ça, ce petit code de la RSE, à s'y retrouver, à comprendre le nombre d'acronymes en plus anglophones qu'on manie, on s'y perd. Bien sûr, oui, non, mais alors, mais même le mot RSE est un mot un petit peu difficile. Il faudrait trouver un autre mot pour créer un autre imaginaire. D'une certaine façon, ce serait peut-être pas mal. C'est vrai que le terme d'impact, et qui est le nom de votre émission en plus, est pour moi un terme intéressant. Ce que j'aime bien dans RSE quand même, c'est cette responsabilité. Ma définition à moi de la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est plutôt de dire que c'est le devoir avec un grand D que les entreprises doivent sentir, de dire ce qu'elles font, voilà, d'être plus transparent sur leur mode de fonctionnement, et puis d'assumer leurs erreurs. Parce que ça fait 10 ans que les plus grandes entreprises, surtout, produisent des rapports RSE incroyables où elles nous font croire qu'elles vont sauver le monde. Plus personne n'y croit. Par contre, avoir beaucoup de transparence et pouvoir dire, bah oui, il y a des limites quand même dans ce que je peux faire pour réduire mes émissions de carbone. Il y a des limites dans ce que je peux faire dans la surveillance de ma chaîne de production, dans le respect des droits de l'homme ou des droits du travail. Ça, c'est quelque
quelque chose que les consommateurs attendent et c'est quelque chose que les salariés aussi dans l'entreprise attendent. Ouais, il y a pas mal de patrons, de patronnes de PME qui se disent mais c'est compliqué, est-ce que je peux intégrer des objectifs, des ambitions RSE, notamment environnementales, sans sacrifier ma compétitivité ? Bien sûr. Est-ce que ça fait partie des inquiétudes que vos clients, là je reviens à Skillfuls, vous expriment ? Bien sûr. Ce que fait mon agence, c'est via des conférences que j'anime, via de la formation, mais c'est beaucoup plus du passage à l'action aussi via des ateliers ou de l'accompagnement. Et notamment, nous sommes partenaires du label, de la plateforme EcoVadis, qui est une plateforme française, Cocorico, qui existe depuis 10 ans, mais qui est reconnue à l'international, et qui justement a cet avantage de simplifier pour ces chefs d'entreprise qui veulent faire quelque chose, mais sans y sacrifier leurs bénéfices, simplifier le passage à l'action et justement leur permettre d'avoir rapidement un diagnostic sur où ils en sont et où est-ce qu'ils pourraient faire des efforts. Et ce qu'on oublie bien souvent, et c'est ce que j'essaie via Skillfuls de faire, c'est que la RSE doit pas être vue comme une contrainte, elle doit être vue justement comme de la création de valeur. Quand je vais faire baisser mes émissions de carbone, je vais challenger mes factures d'électricité, d'énergie, etc., etc. Donc forcément, ça va avoir un effet positif. C'est pour ça que le directeur financier est souvent très content. On termine là-dessus. Merci beaucoup Mathieu Bruckert de votre petit dico de la RSE publié auto-publié en fait par Skillfuls. Voilà, on passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec Nicolas Perdry, associé chez EPSA Sustainability. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois Nicolas Perdry, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur et associé chez EPSA Sustainability. Alors c'est quoi ? Je veux bien qu'on présente déjà l'activité, le périmètre d'EPSA Sustainability. Alors EPSA Sustainability, c'est une ligne de métier qui est incorporée au groupe EPSA. Donc le groupe EPSA, si vous voulez, je vous raconte un peu son historique. Oui. C'est un groupe de conseil français avec encore un très grand ancrage local, mais qui est aujourd'hui un groupe international et qui s'est construit, qui a été fondé par Mathieu Gufflet, qui en est toujours le principal actionnaire, et qui s'est construit d'abord sur un métier de conseil en performance achat. Puis assez rapidement, le groupe a fait le pari de la diversification en pariant aussi sur de la croissance externe en plus de la croissance organique. D'ailleurs, c'est assez équilibré en réalité. Et pour aller vers des métiers un peu différents, mais des métiers complémentaires, et notamment aujourd'hui un métier qui a pris le dessus sur le métier du procurement, donc des achats, qui est celui du financement de l'innovation. Mais on a aussi des métiers qui font du conseil en transition énergétique, donc une branche énergie, une marketplace, une branche conseil en fiscalité, une branche sur le conseil IT, et puis notre branche sustainability, qui est la dernière arrivée, qui est la plus petite, mais que j'ai la chance et le bonheur de diriger, parce que c'est un vrai bonheur, qui regroupe aujourd'hui 80 collaborateurs, experts, issus du rapprochement de 3 cabinets historiques, Sidiez, Ecodev et Mon Univers. Alors, si on prend quelques chiffres du groupe, et EPSA, c'est 5000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros, 16 000 clients. Et si je prends votre activité, qui sont vos clients ? EPSA, c'est toute taille, c'est seulement des grands groupes, ou alors il y a des PME C'est toute taille, avec évidemment des problématiques différentes. Il faut savoir qu'on adresse à la fois le champ culturel. Historiquement, on a toujours pensé que travailler le champ culturel était un accélérateur de l'intégration de la transition écologique dans le modèle des organisations, rendre légitime une stratégie de durabilité, c'est d'abord commencer par faire de la pédagogie. Donc on adresse ce champ depuis plus de 20 ans. C'est un champ qu'on a beaucoup exploré chez Sidiez, que je continue de diriger. Et puis après, on a des activités chez Ecodev et chez Mon Univers, qui sont historiquement des activités de conseil en stratégie climat. Donc on adresse depuis très tôt les enjeux carbone et de décarbonation précisément, mais également des enjeux de mobilité qui sont très contributeurs de ces enjeux de décarbonation, mais également de biodiversité, et puis de conseil RSE, ESG de manière générale. Donc ça veut dire que avec ces trois, ce rapprochement Sidiez, Ecodev, Mon Univers, il y a une offre qui est un peu plus stratégique, enfin sur la stratégie globale d'une entreprise, absolument. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que notre rapprochement, déjà, c'est le fruit d'une collaboration
qui n'étaient pas capitalistiques au préalable. Ouais, ça vous arrivait déjà de bosser ensemble sur des projets, quoi. CDS, c'est 25 ans, Mon Univers, c'est 20 ans, Ecodev, c'est 15 ans. Et donc, du coup, on évoluait ensemble dans un écosystème de proximité, et on avait déjà fait des attelages sur des dossiers qui étaient hyper intéressants. Et puis, le fait de s'apprécier aussi relationnellement nous a permis à un moment donné de souhaiter faire le grand saut et puis de nous unir au sein du groupe EPSA. Jusqu'où ça va quand vous travaillez avec une entreprise? Est-ce que ça peut aller jusqu'à un changement de modèle économique? Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de le faire. Alors, les phases de sensibilisation, tout ça, c'est toujours le cas. Mais on ne s'adresse jamais de la même manière, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Si on parle à un grand groupe coté, qui a déjà des obligations depuis longtemps, chez qui c'est très structuré, une ETI familiale qui a bien compris qu'il était aussi important de transmettre et donc d'avoir une vision long terme que de faire du chiffre à court terme, et qui n'a pas d'obligation, ou en partie, de reverser des dividendes à très court terme. Et puis après, une grosse PME qui, elle aussi, a dans sa logique, alors qui tient bien ses usines par ailleurs, mais qui a aussi cette logique de devoir répondre présent dans les cahiers des charges que vont transmettre les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. Le rating, le scoring de ces indicateurs ESG dans les appels d'offres est de plus en plus important. Donc on les accompagne sur toute cette dimension-là, on les accompagne de la structuration de leurs enjeux, de la mise en mots de leurs enjeux, de la formation, et puis ensuite du pilotage dans les métiers et dans la chaîne de valeur, jusqu'à l'exercice extrêmement codifié du reporting extra-financier. Ça, et je ne sais pas si vous avez des exemples, si vous pouvez les citer, mais vraiment de twists, d'entreprises qui ont vraiment radicalement changé leur modèle ou qui sont en train de le faire basculer. Oui, il y en a. Je peux vous donner des exemples. Le groupe La Poste, par exemple, il y a eu un effondrement dans ces dernières années de 80, peut-être même 90% aujourd'hui du courrier. Parce que tout s'est digitalisé. On s'est bien rendu compte au moment du Covid, le basculement entre le papier et le digital. On voit bien que malgré tout, La Poste a réussi à garder tous ses collaborateurs en changeant, en faisant pivoter tout doucement son modèle d'affaires vers des métiers de proximité, vers du colis. Et que sur ce sujet du colis, ils ont continué à se transformer en décarbonant leurs activités. L'enjeu de logistique. Exactement, de supply chain, de logistique. Et tout ça, ils l'ont fait en décarbonant, avec toujours beaucoup plus de proximité dans l'intention d'offre de services. Donc du coup, il y a des entreprises qui le font. On voit bien aussi sur des grands groupes hôteliers, je pourrais parler, d'Accor aussi, qui est confronté à différents sujets, mais la crise du Covid leur a montré que quand on mise uniquement sur une clientèle qui vient du bout du monde, du jour au lendemain, on n'a plus de clients. Et donc, du coup, il faut recréer des lieux de vie, de l'ancrage local. Et donc, du coup, on a vu aussi que les hôtels, le lifestyle qui était grandissant dans le positionnement des hôtels est une preuve de ce changement de modèle. Et pour autant, en échange et en face, on a aussi un investissement dans le super luxe, parce qu'on sait très bien que ceux qui pourront s'offrir un transport et un trajet en avion dans quelques années seront ceux qui pourront se payer les hôtels les plus luxueux. Donc on voit bien aussi qu'on réfléchit un petit peu aux deux côtés, aux deux faces de la pièce. Alors on va ouvrir un chapitre, on a commencé à l'évoquer, mais vraiment sur la question du bilan extra-financier, de la CSRD. Vous dites, je vais vous citer, et si le reporting devenait bien plus qu'un exercice réglementaire, si on pouvait en faire le moteur du récit de transformation de l'entreprise, derrière les tableaux de bord, il y a des histoires à raconter. Bien d'accord avec vous, sauf qu'on est dans une phase de réduction de l'ambition de ce règlement européen, avec une CSRD moins ambitieuse qui va toucher beaucoup moins d'entreprises. Est-ce que c'est d'abord une mauvaise nouvelle ? Ou est-ce qu'on peut aller au-delà, finalement ? Il ne faut pas confondre le bruit médiatique et la réalité. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne nie pas non plus qu'il y a une baisse d'activité dans nos cabinets. Bon, il y a plein de choses, en fait. Alors, moi, je considère que le reporting, c'est un exercice de lucidité. J'y reviens après. C'est une assurance-confiance qu'on donne à l'égard de plein de parties prenantes. Donc, si vous voulez, on y revient après, que ce soit les clients, les collaborateurs ou même les investisseurs. Dans le reporting, on peut aussi faire en sorte que... C'est un produit d'incarnation de sa stratégie grand format, donc on peut raconter aussi la manière dont l'entreprise se transforme pour adresser les grands défis de demain. La durabilité
avant que ce soit, donc la durabilité, RSE, ESG, plan d'action plus mesures, avant que ce soit un management de la data, personnellement, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que c'est à la fois un socle culturel, du bon sens, et une paire de lunettes pour voir l'avenir de sa performance économique avec sérénité. Quand on demande s'il est bon d'opposer la performance à la durabilité, ma première question, c'est de dire absolument pas, parce que être responsable aujourd'hui, c'est être performant demain. Et donc, du coup, là aussi, quand je vous dis, on ne s'adresse pas de la même manière à des entreprises qui doivent rendre des comptes et de l'EBITDA à des actionnaires à 12 mois, c'est pas la même chose que quand on se projette dans l'avenir et qu'on veut transmettre. Mais pour l'instant, enfin voilà, il y a des entreprises qui se préparaient d'ailleurs et qui s'apprêtaient à publier un rapport, un bilan extra-financier et qui se disent finalement j'en ai plus besoin. Bon. Alors et qu'est-ce que vous leur conseillez ? Est-ce que vous leur conseillez de le faire quand même ? Parce qu'il y a notamment pour les PME la possibilité de le faire, du volontariat pour le faire. Vous dites mais ça restera un atout. Pour répondre à des appels d'offres, pour convaincre des clients, des collaborateurs. Alors déjà, on voit que nos clients nous suivent, on ne baisse pas le pavillon, et sur le sujet du reporting, encore moins. Parfois, chez nos clients, s'il y a un truc qu'on garde, c'est ça. Voilà. On arrête d'investir sur de la visibilité, etc. Mais le reporting, c'est vraiment l'héritage. On est sur un plateau. On n'est pas sur une décroissance, on est sur un plateau. On a eu l'habitude d'une croissance à 2 chiffres, c'est plus le cas. On est sur une remise en question qui est très saine. Selon moi, très saine. Je bosse sur ce sujet depuis 25 ans. J'ai vu le marché devenir une bulle. J'ai vu des gens se prétendre être ce qu'ils n'étaient pas. Il y a, et c'est à mon grand regret tout de même, mais une purge naturelle du marché. Les historiques et ceux qui ont ça comme mission et au fond d'eux-mêmes résisteront et seront là. Voilà. Ceux qui vont déserter les premiers n'y croyaient finalement pas tant que ça. Pour revenir au sujet du reporting... Oui, au-delà des cabinets de conseil, ce que ça représente pour l'économie européenne comme opportunité, parce que on peut le lire de 2 façons différentes. Encore une fois, on peut se dire, c'est la fin, ils l'ont mis au placard. La CSRD, on l'a mal employé, c'était un super outil. Ouais. On en a fait un outil de reporting, alors que ça devait être un outil de transformation. D'accord. Cet outil de transformation, c'était comment nous, dans un continent où on n'a pas d'énergie abondante et bon marché, on va devoir décarboner à vitesse grand V pour rester compétitif. Ouais. Donc c'était une logique de pérennité des modèles d'affaires, de robustesse des modèles d'affaires, de souveraineté dans une logique économique, de guerre économique. Ouais. Donc de ce point de vue-là, c'est dommage qu'on ne l'ait pas pris sous cet angle-là, mais les entreprises cotées qui sont déjà soumises l'ont vu sous cet angle-là et font très bien le boulot. Pour les autres, et notamment les ETI, mais une fois encore, je le dis, il y a des patrons qui tenaient très bien leurs usines et qui, on a dit, du jour avec des normes, une gestion normative, ISO, etc., de leurs usines, et qui on a dit, vous allez devoir passer le baccalauréat de l'ESG, on sait que vous êtes en CP, mais si vous donnez un certain montant à un cabinet de conseil, vous aurez votre diplôme. C'est pas juste. On a été trop vite, trop fort, les normes sectorielles sont arrivées après, je ne leur jette pas la pierre. Nous, en tant que cabinet de conseil, on y voyait un bel océan bleu. On a recruté beaucoup de people. On n'a pas été très malin d'ailleurs parce qu'on a tous fait pareil. On s'est tous suivis dans la même trajectoire. Et c'est rare de voir un tel alignement et tous tomber dans le ravin en même temps. Mais on a recruté des people d'ailleurs à prix d'or parce que le marché était sous-offreur. On a designé des méthodologies robustes. Comme on est des bons cabinets de conseil, on l'a fait en chambre. On y a investi beaucoup de temps avant de pouvoir d'être prêt à lancer notre activité. Et puis dérégulation. Et donc là, le marché se retourne sur une crêpe. Mais le plus grave, c'est que ça a donné à ce moment-là le droit à plein de gens de dire « je ne suis pas d'accord » en fait. Puisqu'en fait, les pouvoirs politiques se désengagent. Et du coup, moi, ça m'autorise à dire non. Et puis, en parallèle... Donc ce mouvement continue. Ce mouvement continue, ouais. Ce mouvement, surtout, il est... L'écologie, c'est aussi un totem d'une certaine radicalité politique qu'on voit grandir en France, que je ne commenterai pas, que je ne citerai pas. Et puis, à l'autre extrême, on a aussi préempté ce sujet de la transition écologique. Et ça, c'est pas bon non plus. Ça devrait être un socle commun
à toutes les politiques, Ouais. partisanes ou pas, et c'est le socle non négociable et rassurant qui devrait permettre au pays ensuite de se transformer. Alors, vous avez évoqué cette question de performance économique et de durabilité. C'est justement le thème que Thibaut Gouache, le président du groupe Evren, qui était à votre place la semaine dernière, a choisi Je le salue. d'évoquer. Voici sa question. Bonjour Nicolas, pour 2026, ce qui m'intéressait en ce début d'année, c'est comment vous arrivez à convaincre vos interlocuteurs que c'est possible d'allier performance économique et durabilité. Est-ce que c'est plus difficile en ce moment ? Une fois encore, je vous le dis, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'on est dans une polycrise. Oui. C'est pas conjoncturel, c'est quelque chose moi, j'y vois quelque chose de plus culturel, de mondial. Il y a, alors effectivement, outre-Atlantique, des contre-pouvoirs qui s'organisent, mais même politiquement en France. Je veux dire, à un moment donné, quand on doit limiter ses investissements et faire preuve de prudence, il y a quelques investissements que parfois on estime chez des entreprises de taille plus réduite, non stratégiques, que sont le marketing, la communication, peut-être aussi la transition écologique. Mais à ces patrons, moi je leur dirais donc ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure et que je martèle, être responsable aujourd'hui, c'est être performant demain. C'est une question de proportionnalité en fait. Ouais. Quand vous demandez comment on peut aligner performance économique et durabilité, ça revient à dire comment on peut aligner performance économique et pérennité de son modèle d'affaires. Comment on peut aligner performance économique et impact environnemental ou empreinte sociale positif. Et donc, du coup, en réalité, il faut savoir que la durabilité, elle a des vertus partout. Quand vous parlez à vos clients attendent de vous que vous soyez un partenaire fiable et responsable, parce que par capillarité, ça va remonter dans leurs propres indicateurs. Bien sûr. Et puis, quand vous êtes un collaborateur, que ce soit pour votre marque employeur, que ce soit pour les élites que vous voudrez recruter, et pas celles qui viennent spontanément vers vous, mais celles qui attendent de vous que votre entreprise contribue aux grands défis de demain, au pluriel, sociaux, sociétaux, environnementaux. Mais quand bien même pour des objectifs de rétention de vos collaborateurs, confort du collaborateur, QVT, fierté de travailler dans une entreprise alignée sur les grands défis sociétaux, et puis projection aussi dans l'avenir. Et ben du coup, tout ça, c'est des logiques de rétention. Et puis le troisième volet, c'est les investisseurs. Et là, je suis bien placé parce que EPSA, et je représente ces enjeux chez EPSA auprès de nos investisseurs et auprès de nos banques, c'est une assurance confiance. C'est une assurance confiance. Ce terme-là, vous l'avez employé déjà tout à l'heure. Assurance confiance, qu'est-ce que vous mettez derrière ? Assurance confiance, c'est on est dans un monde vulnérable, on est dans un monde instable, on est dans un monde illisible. Avant, on avait une croyance dans un monde de croissance linéaire ou des organisations décidées. Enfin, tout était assez commun et assez clair dans la manière dont on pilotait le monde et dont on pilotait son économie. Aujourd'hui, on est dans un monde comme on dit, VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, impossible de naviguer à plus de quelques mois. Et aujourd'hui, la durabilité, c'est clairement un socle de réassurance pour les investisseurs. C'est clairement un socle sur lequel on va pouvoir appuyer la croissance d'une entreprise, parce que ça, c'est de l'ordre de la stabilité. Voilà. Les investisseurs veulent investir dans une croissance et une performance qui est durable. Et donc ça les rassure. Voilà. Ça, c'est un socle. Ouais. On ne construit pas sur du sable, on construit sur une dalle bien solide. Et en matière de communication, il y a parfois, je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, mais on a plusieurs fois reçu dans cette émission des entreprises qui disaient « mais on fait des choses bien, on n'ose pas trop en parler ». Est-ce que ça existe encore, ça ? Oui, ça existe. Alors, il y a des logiques de green hiding, avec effectivement... Parfois, on le fait pour pas détruire le rêve que la marque est en train de construire, mais surtout, aujourd'hui, il y a un petit désinvestissement dessus, pour des raisons, à mon avis, financières. Mais la grande majorité des entreprises ont déjà, en tout cas celles qui sont engagées depuis longtemps, ont déjà rendu soluble le discours de la durabilité dans le discours corporate. Ça, ce sont les gens qu'on accompagne, qui ont un certain niveau de maturité, sur le sujet. Pour autant, nous aidons encore d'autres entreprises à construire
le récit de leurs engagements RSE. Ça veut dire qu'il faut former encore des équipes communication à ces enjeux de RSE. Il y a des agences spécialisées comme les CDS qui travaillent dessus depuis 25 ans. Nous, on est pionniers en la matière. Donc, on a co-construit des méthodologies d'intelligence collective qui permettent de légitimer. Et alors, en ce moment, c'est assez drôle parce qu'on revient à des formes d'intelligence collective que nous n'avons plus connues ces dernières années parce que le sujet était OK et qu'il fallait avancer et que le livrable importait plus que la manière dont on le construisait. Ouais. Aujourd'hui, on voit dans les entreprises, qui sont des petites sociétés dans la société, une polarisation aussi des opinions et donc des comportements de plus en plus résistants qui reviennent. Et donc, on nous demande aujourd'hui beaucoup d'ateliers, beaucoup d'écoute active, d'ateliers de concertation pour arriver à produire des narratifs qui trouvent à un moment donné de la construction sur le dissensus et dans la friction pour faire tenir des récits, ce que nous on appelle le grand récit. Je viens de sortir un essai sur le sujet du grand récit que j'ai appelé l'art de relier. Et ça n'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui se fragmente, qui se fracture, et on doit pouvoir réussir à coproduire des récits qui nous tiennent debout, qui permettent de recréer, retisser de la vision, du lien et du langage commun. Oui, et de sortir de cet antagonisme politique dont vous parliez tout à l'heure, cet enjeu de transformation, de transition environnementale, ça devrait être, vous disiez, une sorte de bien commun, quoi, d'enjeu collectif, sauf que c'est devenu un enjeu de bagarre politique. Oui, alors je ne voudrais pas me lancer dans le sujet de la politique. Mais donc c'est d'autant plus important de porter ces arguments-là, parce que ça peut avoir, j'imagine, des conséquences pour un business comme le vôtre, une entreprise qui va hésiter, je reste sur la communication, à finalement porter, assumer son action environnementale en se disant mais si je dis que j'en sais rien, je source mon énergie renouvelable éolienne, je vais peut-être avoir telle politique dans la région de telle usine qui va me dire mais les éoliennes on n'en veut pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est presque un engagement politique de la part d'une entreprise de parler de son action environnementale. Alors là-dessus j'ai quelque chose à vous dire qui m'anime depuis quelques semaines là, parce que c'est vraiment mon objectif de l'année. On a vu ce marché se normer, s'industrialiser. La norme de la CSRD en a fait partie. Donc, tout ce qui se standardise, s'industrialise, contribue à détruire le rêve. On a, pendant des années, couru après un grand rêve, l'accord de Paris, 1,5 au-dessus. Il fallait les respecter. On avait un objectif collectif. Et puis en même temps, c'était hyper excitant parce qu'on apprenait tous en même temps, on construisait, on explorait. Et aujourd'hui, maintenant, on nous demande essentiellement de remplir des cases et des datas. Notre métier à nous, communicants, avec ma casquette de patron de l'agence CDS, est de rendre à nouveau la durabilité désirable. Voilà. Et donc c'est là-dessus qu'on va devoir travailler, je crois, et toute notre corporation doit travailler sur ce sujet. Et ça va passer, à mon avis, surtout par travailler le champ culturel pour essayer de refaire, de reconnecter les attentes de l'externe avec la pression de l'interne, l'émotionnel, le rationnel, le terrain, le COMEX, tous ces enjeux-là. Finalement forme un grand tout qui est assez déconnant en ce moment, mais qu'on va essayer de... On est au chevet du lien social. Belle formule. Et alors, quel rôle vous jouez à l'intérieur du groupe EPSA pour porter finalement aussi cette logique de transformation, de durabilité, de trajectoire carbone au sein d'un groupe qui est quand même un groupe imposant, 5000 collaborateurs. Oui, alors le groupe EPSA nous a intégrés, il y a déjà de ça 3 ans, avec un objectif déjà à l'époque, qui était que nous conduisions toujours nos missions de conseil et de transformation chez des clients, mais que nous devenions aussi le fil rouge de l'ensemble des métiers du groupe, qui est aujourd'hui une 40aine d'offres de services différentes. Et nous, notre métier, maintenant, ça va être de prendre en charge, donc depuis cette année, nous prenons l'intégralité. On a beaucoup collaboré avec Cédric Laroyenne, qui était l'animateur du département engagement du groupe. Maintenant, nous reprenons l'intégralité des sujets de durabilité du groupe EPSA dans notre ligne de métier, sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'exemplarité. Être exemplaire, c'est la caution la caution confiance pour nos partenaires métiers, dans lequel on va rentrer les logiques de compliance.
Et puis ensuite, il y a un autre sujet dont j'aimerais vous parler, mais je ne pourrais pas en parler trop parce qu'il est encore embryonnaire chez nous. On le lance au mois de février. C'est un sujet de transformation de certaines lignes de nos métiers. Sur le sujet d'exemplarité, et vous l'avez peut-être vu, on a publié déjà l'année dernière notre premier rapport de durabilité, audité volontairement. On n'a pas attendu la norme, parce qu'une fois encore, pour nous, le reporting, c'est un exercice de lucidité. Et donc, du coup... Alors, ça veut dire quoi? Des objectifs de réduction d'émissions carbone, de sourcing de l'énergie Alors, sur l'environnement, effectivement, le plus gros sujet chez nous, c'est le climat. Voilà. On a une stratégie climat à maturité, avec un objectif d'ici 2030 de 52% en intensité de réduction de notre impact, avec un objectif de la neutralité de l'énergie que nous consommons, et puis avec, je pense, les achats comme levier principal de décarbonation. Voilà. Ce sujet, il est bien traité. Nous avons même des galons qui valident un peu notre trajectoire, notamment le CDP, où on a une note de B, qui est une assez bonne note. Et puis après, en même temps, on a aussi dans les galons, à ce niveau-là, sur les sujets d'exemplarité, confirmé cette année notre note de 83 sur 100 sur le standard EcoVadis, qui nous met dans le top 1% avec une certification Platinum. Sur les sujets sociaux que je ne traite pas, qui sont pris, donc les sujets d'empreinte sociale, c'est hyper important parce que notre premier capital, nous on est une licorne du conseil, hein, donc on n'a que des people très majoritairement. Notre capital, il est humain. Donc veiller à une performance sociale, c'est s'assurer de notre performance économique. Ouais. L'inverse serait dramatique et très contre-productif. Donc là-dessus, c'est très bien géré, on gère ça en bon père de famille, on est déjà à parité sur l'ensemble de nos 5000 collaborateurs. On a des sujets de QVT, des sujets d'inclusion, de santé mentale, de diversité. On a des sujets de formation, EPSA Campus, qui portent de très beaux fruits. Et tout ça, on l'a logé dans un programme qui s'appelle Harmony at Work, qui a été lancé début 2025 et qui va continuer de s'étendre sur l'ensemble du groupe. Puis après, il y a le sujet de la gouvernance. Donc l'ESG, c'est géré au plus haut niveau, c'est géré au board. Je le représente au Global Management Committee. Et la gouvernance, moi j'aime bien dire que c'est l'architecture invisible de la confiance. Et donc, il faut qu'on soit dans un dialogue permanent avec les associés du groupe, on est 100, avec nos partenaires sociaux, avec nos partenaires financiers, avec nos clients, avec nos prestataires que nous intégrons dans notre dynamique, pour que tout soit bien organisé, bien traité, bien géré. Merci beaucoup, Nicolas Perdry, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Start-up et Innovation, tout de suite. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Marin Champenois. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes cofondateur, le patron d'Up & Charge, créé en 2021 avec 4 autres fondateurs. Sur quelle idée? C'est quoi Up & Charge? Up & Charge, c'est une borne de recharge par induction pour les véhicules électriques. Okay. Donc on connaît tous l'induction, soit dans sa cuisine, soit pour le téléphone. Là c'est pareil, mais on parle de recharge de voiture, de bus ou de camion. Donc sans câble, on est bien d'accord. L'induction, il n'y a pas de câble. Hein. On se gare et ça charge. Ouais, okay. Aussi efficacement qu'avec un fil électrique, avec un câble? Alors c'est même plus performant. En fait, on a 2 types de bornes. On va avoir de la recharge lente en courant alternatif et des recharges rapides plus en courant continu. Et il faut savoir que quand on charge en courant alternatif, on a des pertes liées à la conversion de la charge dans le véhicule. Et nous, en fait, on n'a pas ces pertes-là. Donc, on a un meilleur rendement par rapport à une recharge lente. Quel type de véhicules peuvent utiliser les bornes à induction que vous proposez? Est-ce que toutes les voitures peuvent le faire ou pas? Alors, tous les véhicules peuvent se recharger par induction. On rajoute uniquement ce qu'on appelle un kit induction. Donc, en fait, c'est un vinyle qu'on rajoute chez un professionnel de l'automobile lors de sa révision ou lorsqu'on vient d'acquérir le véhicule. Et derrière, on peut charger par câble ou par induction. Quels avantages cette recharge par induction elle a avec les bornes traditionnelles qu'on voit tous dans nos immeubles ou sur nos autoroutes? Alors nous, à court terme, on cible plutôt les entreprises, les professionnels. Et le principal avantage, ça peut être sur des flottes en autopartage, où on peut avoir des oublis de recharge, aussi de la détérioration de matériel, avec des employés qui peuvent effectuer des manœuvres et impacter les infrastructures, les câbles évidemment. Aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc on pense souvent aux personnes handicapées, mais il y a aussi les blessés, les femmes enceintes, les seniors. Concrètement, on fait comment pour aller chercher le bon câble, le démêler, brancher, badger, c'est compliqué. Donc là, ça vient vraiment simplifier
tout cet usage-là. Et également, un enjeu par rapport en fait, à la recharge dans les véhicules, c'est que on va avoir, quand on achète le véhicule, on achète un chargeur embarqué avec une certaine puissance, mais on peut être du coup limité par cette puissance. Et nous, en fait, on peut aller jusqu'à 24 kW. Pour faire très simple, en fait, on peut faire du 20-80% du véhicule en 1h15, 1h20. Effectivement, la question de la rapidité de la charge est toujours très importante. Créé en 2021, vous allez fêter vos 5 ans d'existence. Vous en êtes où du développement d'OpenCharge? Alors nous, on a déjà déployé pour une collectivité telle que Saint-Quentin-en-Yvelines depuis un peu plus d'1 an, et également pour le ministère de l'Intérieur, donc pour une gendarmerie. C'est des cas d'usage assez différents. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est plus dans une logique d'avoir des bornes à terme sur la voirie où il n'y aura pas de risque de vandalisme. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est plus pour le ministère de l'Intérieur où, lorsque les forces armées doivent partir en intervention, si elles doivent penser aux gyros, aux câbles, etc., ça devient compliqué. Donc, on a fini ces déploiements-là. L'expérimentation évolue au quotidien. Et là, on passe sur 2 types de partenariats, notamment avec NGE. Donc là, on est dans un partenariat privé, c'est ça? C'est ça. Et donc, le partenariat avec NGE, il est très intéressant. En fait, on a intégré le cercle d'innovation. C'est un partenariat win-win où ils vont nous pousser dans des appels d'offres. Nous, lorsqu'on a des interactions avec des flottes privées ou publiques, derrière, on passe aussi par eux pour la partie installation. Et l'avantage de passer par eux, c'est qu'il y a toujours un board d'experts opérationnels qui peuvent nous relayer au sein des bonnes directions. Alors, dans ce passage à l'échelle, il y a eu une levée de fonds? Oui, non? Quel montant? On a fait 3. On a fait 3 levées de fonds. Ouais. En fait, ce qui est très très beau, c'est que c'est un produit qui plaît aussi aux particuliers. En fait, on se projette en se disant, j'ai un véhicule électrique ou je souhaite en acquérir un. L'infrastructure de recharge, c'est quand même complexe avec le câble, etc. Je veux me simplifier la vie. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a 1000 investisseurs particuliers. Alors, ils sont dans des holdings, pas 1000 personnes en direct, ce serait compliqué à gérer. Mais on a 1000 personnes qui croient en nous et ils n'ont pas un rôle de sleeping partner. Ils nous aident au quotidien pour nous aider à nous développer. Avec des retours d'expérience, en quelque sorte? Avec des retours d'expérience, avec des introductions, en nous challengeant, en nous poussant aussi auprès de partenaires et clients. Donc, c'est un vrai réseau en fait, qui s'est créé pour nous aider à passer à l'échelle. Merci beaucoup, Marin Champenois, et bon vent à OpenCharge. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires, à Smart for Change. Salut.